nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si cela vous donne envie de partager votre expérience avec nous, vous pouvez le faire à tout moment jusqu'à 1h en nous rejoignant au 39 21 choix 1. Vous avez également la possibilité de nous faire part de vos commentaires sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 10 25 en commençant vos messages par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez un problème dans votre travail. Oui, professionnel. Avec une de vos collègues. Hein. Ouais, voilà. Donc en fait, au départ, c'est elle qui m'avait plus ou moins recrutée, on va dire. Pour en fait, le but c'était que je devienne son clone. Voilà. Son clone ? Oui. C'est ce qu'elle vous a dit ? Oui. Au tout départ. C'est étrange déjà de formuler les choses comme ça. C'est un peu angoissant, voilà. Non ? Oui. Et, donc j'ai en fait tout quitté. J'ai déménagé, j'ai quitté ma région pour venir. J'étais bien motivée, quoi, pour venir travailler avec elle. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça se passe vraiment de plus en plus mal. J'ai aucune marge de manœuvre. Je me sens toujours, si vous voulez, fliquée, quoi. On se sent toujours fliqué. On n'est pas. Et donc on a eu des petits conflits. Voilà, parce que j'ai essayé un peu de dire que ça n'allait pas, quoi. Et donc en fait, depuis 1 an, elle m'adresse plus du tout la parole. Depuis un jour où je suis allée la voir, je lui ai dit bon, maintenant on peut se parler tranquillement, au lieu parce qu'elle m'avait hurlé dessus comme jamais, même mes parents m'avaient parlé comme ça, jamais c'était arrivé. Donc je lui ai dit bon, maintenant on se calme, on remet les pendules à l'heure, et elle m'a dit de toute façon je ne t'adresse plus la parole. Et voilà, et ça fait 1 an que ça dure, que j'ai même plus droit à un bonjour, je suis plus un être humain, enfin. Vous partagez le même bureau ? Oui. Ah oui, c'est sympathique comme ambiance. Ouais. Donc bon, au départ, je me suis dit, parce qu'entre-temps, je faisais j'ai relayé quand même en fait l'incident à la hiérarchie, hein, parce que c'était quand même, ça s'est passé devant des gens, hein, il y avait des témoins, il y avait même des clients, on va dire. Donc la hiérarchie m'a en fait un peu protégée, m'a soutenue. De quelle façon ? Déjà, si vous voulez, on a des entretiens annuels tous les ans. Et j'avais dit que je trouvais ça, enfin, c'était elle qui me notait alors qu'elle a le même grade que moi, et que donc j'avais dit que je trouvais pas ça normal, qu'il y avait trop d'enjeux, que normalement on doit être noté par un supérieur hiérarchique, pas par sa collègue. Et tout ça, ça a été remis à plat. On a été de nouveau noté par quelqu'un au niveau hiérarchique supérieur. D'accord. J'ai eu une bonne appréciation l'année-là. Enfin, tout était... Et je pense qu'elle a eu... elle-même a été notée, donc elle a eu une... Je pense qu'ils lui ont dit quelque chose, je ne peux pas être sûre, vraiment. Et voilà, à partir de ce moment-là, elle a dit, bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Voilà. De l'entreprise ? Oui. Oui. Donc, ce qu'elle n'a pas fait. Je m'en vais, mais il n'y a pas de date. Ça peut être dans 1 an, comme dans 1 an et demi. C'était quand, ça ? Donc ça, c'était en septembre. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai continué à faire mon travail, comme d'habitude. Et en fait, ça s'éternise, et c'est ce que je pense, c'est que
Alors tout le monde a paniqué parce que c'est quelqu'un qui est bien intégré dans la vie professionnelle de l'entreprise. C'est d'ailleurs même quelqu'un qui est très compétent, si vous voulez, au niveau des compétences. Ça, je remets pas en doute, vous voyez. Oui, mais enfin, si elle joue à ce jeu-là, elle a dit ça au niveau de la hiérarchie, je m'en vais. Oui. Oui, c'est exercer une forme de pression. Oui, c'est un peu une forme de chantage. En fait. Donc après, soit elle négocie quelque chose en disant il y a une incompatibilité d'humeur. Tout le monde a dit non, alors elle s'en va, c'est pas du tout normal. Enfin, ça va pas du tout. Soit on lui donne, oui, mais de deux choses l'une. Pardonnez-moi de vous interrompre, Sophie. Soit après elle négocie quelque chose en disant alors si vous voulez que je reste, je veux monter en grade ou une augmentation de salaire. Ou vous voyez, il faut qu'elle négocie quelque chose, ce qu'elle a peut-être fait que vous ne savez pas. Oui. Mais sinon, on fait pas comme ça une menace en l'air et on reste. Ou sinon on part effectivement, parce que c'est jamais bon sinon pour un employeur de dire je m'en vais et puis au fond de rester. Ça fait un peu. Les employeurs n'aiment pas non plus qu'on joue avec ça. Toujours est-il par rapport à vous, ce que vous ne dites pas, parce que j'ai votre mail sous les yeux, c'est que vous n'arrivez plus à prendre de la distance, vous, par rapport à cette situation. On m'avait dit ça à mon entretien annuel. On m'avait dit, écoutez, vous n'avez pas du tout de caractère, vous avez des caractères différents toutes les deux. Il faut que vous preniez de la distance. Alors ça va. Seulement, moi, à cet entretien, j'aime pas être celle qui se plaint tout le temps. Moi, j'avais relayé un incident qui s'était passé, c'est tout. On m'a suivi. J'ai trouvé ça... Ça m'avait même étonnée au départ, d'ailleurs. Oui, on vous a soutenu. Oui. On m'a même bien noté, Mais par contre, à cet entretien, j'ai tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit. Parce qu'en fait, j'ai une autre jeune collègue, on est 3 à faire le même travail. Et je vois le même schéma se répéter derrière moi, quoi. La même chose. C'est-à-dire qu'elle agit de la même façon avec cette jeune collègue. La petite jeune, elle est aussi nulle, on fait jamais ce qu'il faut, on se sent surveillé. Et je vois la même chose. Il y a 2 semaines, la petite jeune elle est en arrêt, Et donc, moi, j'aime pas être celle qui se plaint. À mon entretien, j'avais pas dit tout ce qui se passait. J'ai pas dit qu'on ne m'adressait plus la parole depuis un an. C'est important parce que comment faites-vous au niveau du travail ? Est-ce que ça a des répercussions sur le travail ? Parce que comment pouvez-vous travailler ensemble ? Oui, mais vous dites on essaie, mais comment travailler ensemble si vous ne vous adresserez plus la parole ? On travaille ensemble, on travaille en parallèle. Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est difficilement... Je sais pas, et apparemment les gens remarquent pas, on arrive... Mais oui, ils ne remarquent pas parce que vous faites en sorte de colmater, de faire comme si. Oui. Mais enfin, je veux dire, ça nuit aussi à la qualité du travail, et puis vous vous sentez complètement nié, arrivé dans une pièce où effectivement on ne vous dit même pas bonjour. Au début, je disais bonjour, moi, mais à la fin... Au début, je continuais à dire bonjour tous les jours, mais maintenant, dès que j'essaye de lui parler, elle sort de la pièce. C'est... Elle est plus âgée que vous ? Elle est plus âgée que vous ? Oui. Beaucoup plus ? Ouais. Moi, je dis pas que ça pourrait être... ça pourrait pas être... presque être ma mère. Mais moi, au début, j'ai toujours cru que c'était un peu moi, que ça venait de moi, alors que j'ai fait des études, j'ai toujours été brillante dans mes études, j'ai toujours été... mais au début, quand on vous dit que ça va... on croit que c'est de notre faute, mais là, je vois avec la petite jeune que le même schéma, il se reproduit, la même chose. Il y a tout, et je me dis, finalement, il y a peut-être... Le problème, c'est peut-être pas vraiment moi, quoi. Oui, alors ça devrait un petit peu vous aider à prendre de la distance, dire qu'au fond, ce n'est pas votre personnalité qui est en cause. Parce que ce qui m'a un peu alarmée dans votre mail, Sophie, c'est que vous dites que ça empiète, vous n'arrivez pas à prendre de la distance, ça empiète sur votre vie personnelle, que vous n'arrivez plus à aller de l'avant, que vous êtes paralysée par la peur, et qu'elle arrive à vous faire croire que vous êtes nulle. Ça fait beaucoup quand même.
Oui, alors que vous me dites qu'elle a... C'est progressif, ça fait des années. Quoi. Je comprends, mais elle a le même comportement avec cette jeune femme qui vient d'intégrer le service. Donc, c'est cette femme... Je lui dire encore bonjour, mais... Oui, bon, c'est le service minimum. Ouais. Mais cette femme a une problématique très particulière. Oui, le pire, c'est que je la comprends. En fait, je sens Comment bien ça que c'est quelqu'un de... dans ces histoires-là, c'est un peu... C'est à double sens. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui souffre à la base, qui est en manque de reconnaissance. Oui, enfin, écoutez, c'est pas parce qu'on est... par nous, alors qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas des menaces pour elle, au contraire. On aurait même beaucoup à gagner avec son expérience si elle arrivait à nous la transmettre. Mais Sophie, c'est peut-être là que vient le problème au fond. C'est parce que vous êtes justement dans une relation, et c'est ce qu'il faudrait comprendre. Alors peut-être ce qui s'est joué dans le début de votre relation, ou qui était plus de l'ordre de l'affectif avec vous. Elle a peut-être démarré sur ce mode-là. Et puis au fil du temps, ça s'est détérioré. Mais c'est pas parce que cette femme a une faille, je dirais, en elle, une difficulté, qu'elle doit se permettre de faire souffrir autour d'elle. Il y a des gens qui sont en souffrance, pour autant ils ne font pas souffrir les autres. Oui, je suis d'accord. Parce que son comportement traduit une faille, c'est évident. Oui, mais ça, en plus, moi, je le comprends. Un besoin d'écraser pour exister. Finalement, elle n'accepte pas d'être remise en question parce que tout a démarré, semble-t-il, au moment où vous demandez une formation, vous voulez... Bon, alors elle voulait que vous soyez... déjà faite, en fait. Oui, mais elle voulait que vous soyez son clone, et puis au fond, elle n'accepte pas que vous puissiez, quand on dit l'élève qui dépasse le maître, enfin, il y a quelque chose qui peut lui faire peur, ou je pense inconsciemment, mais... Oui, mais vous... Donc cette formation, je l'ai bien réussi. Enfin, j'ai même réussi comme d'hab, quoi. C'était bien réussi. J'ai passé mon année, là, je m'étais concentrée là-dessus. Et c'est juste quand j'ai eu fini, quoi. Quand j'ai eu fini, elle a annoncé son départ, et là, il y a tout le monde qui s'est mis en branle, et puis ça dure, là, on sait toujours pas si elle part, si elle reste. Et moi, je suis bloquée, alors je sais bien que la solution, c'est changer de travail, mais j'ai même plus la force, quoi. J'ai encore regardé les offres. Non, je vois pas pourquoi vous devriez changer de travail, Sophie. Ça me détruit, quoi. Il faut que je prenne... Déjà, vous pouvez, un peu, si ça vous détruit, prendre un peu de recul et vous mettre en arrêt maladie. Déjà, prendre un peu c'est ce qu'elle attend, en fait. Attendez, l'important, c'est que vous n'y perdiez pas votre santé, là. Alors, il faut arrêter de raisonner par rapport à elle. Il n'y a pas qu'elle. Vous voyez, parce que c'est vrai que là, tout tourne autour d'elle. Il n'y a pas qu'elle dans cette entreprise. Et puis après, il faut voir peut-être avec le médecin du travail. Enfin, et déjà expliquer ce qui se passe au niveau de votre hiérarchie, en disant moi, je ne peux pas continuer à travailler avec ce fonctionnement-là. Parce que c'est déjà au détriment du travail qui est fait. Ah oui. Visiblement, il y a un problème d'humeur, d'incompatibilité d'humeur, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais travailler avec quelqu'un qui ne veut même plus vous adresser la parole. Alors, eux, évidemment, la hiérarchie a oublié cet incident parce que ça semble, le temps passe. Et puis, il y a plein de choses au quotidien. Et puis, eux ne sont pas affectés comme vous pouvez l'être. Mais ça sera l'occasion de rappeler, dire, oui, mais dans les faits, depuis cet incident, cette personne n'a jamais, la relation n'est jamais revenue à la normale. Donc jusque-là, on a fait comme on pouvait pour qu'il n'y ait pas de problème dans le travail, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions. Mais c'est à quel prix? Et au prix de mon équilibre psychique. Et moi, je n'ai pas envie de cela. Vous avez la possibilité aussi de vous défendre, voyez, de ne pas vous laisser, au fond, détruire, comme vous dites. Oui.
Mais oui, à la base, j'aime pas être celle qui me plaint, quoi. Voilà. C'est pas se plaindre. C'est déjà ce qui se dit, oui, trop sensible, nanani. Non, en fait, on est juste. Et puis on est deux, quoi. Et ça, Mais justement, vous êtes deux, ça donne du poids. Et puis Sophie. Enfin, je veux dire, heureusement qu'on est deux, parce qu'on se soutient. C'est vraiment bien. Ouais. Oui, mais si vous voulez, à un moment, c'est ce qui va vous donner du poids aussi, parce que sinon, vous la laissez, elle, en position d'être dans la toute-puissance, et en position d'être, au fond, de faire de vous des souffres-douleurs. Oui, c'est ce qui se passe. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait peur, au fond ? Pourquoi vous restez dans cette situation de peur qui vous paralyse ? Vous avez peur de quoi ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? De passer pour une faible, quoi. Voilà, c'est ça. D'être encore en train de se plaindre. Alors que... Parce que c'est ce pourquoi je passais à un moment. Hein. J'étais la seule qui avait parlé, alors... Ça y est, j'étais allée me plaindre. Quand on est à un moment face à quelqu'un qui exerce une forme de harcèlement moral, on est en droit de se plaindre, Sophie. Oui, moi ça je sais, mais c'est l'esprit du... Mais vous n'êtes pas la seule à le savoir. Il n'y a pas que vous qui le savez. Vous n'êtes pas à vous plaindre en vain. C'est pas de la faiblesse, ça. C'est un moment, ça s'appelle de la réaction. Ça s'appelle réagir et ne pas se laisser écraser. Parce que sinon, effectivement, vous vous laissez écraser par quelqu'un qui pense qu'il a tous les droits. Oui, bon, c'est... Alors qu'en fait, vous pensez là où... C'est maquillé sur, sur des trucs de boulot, quoi. Hein. Mais c'est maquillé. Là où vous pensez que cette personne fait preuve de force, ça traduit en fait une faille narcissique énorme. Hein, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui n'arrivent pas à accepter d'autres façons de travailler, d'autres façons d'être, dans le travail, mais ça peut être dans la vie, mais enfin là, en l'occurrence, on parle du travail, et qui du coup sont dans une attitude extrêmement rigide. Bon, donc alors effectivement, oui. C'est pas le discours, hein, c'est pas le discours qu'elle tient. Mais c'est jamais ce discours-là. Ouais. En fait, si vous voulez, nous on connaît par rapport à la hiérarchie, tout ça, nous qui travaillons vraiment avec, qui faisons le même métier, on connaît un visage qu'elle ne montre jamais, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire pour les autres personnes qui travaillent avec nous, mais on travaille en équipe, mais qui font pas exactement le même métier, c'est quelqu'un d'hyper sympa. Et même au départ, avec moi, c'était comme ça, avec quelqu'un d'humain. Mais nous, on connaît un autre visage, quoi. Oui, mais j'ai l'impression que cette image que vous avez connue, Sophie, elle a profondément laissé des traces parce que vous me dites, oui, mais au fond, je la comprends. Elle souffre, c'est compliqué. Vous voyez, donc il reste en vous une trace comme ça d'empathie, de dire, qui fait que du départ où des personnes qui tombent dans la relation comme ça, affective, ont du mal à mettre des limites. Voyez, alors je sais pas qu'a représenté cette personne, hein, parce qu'au fond, dans les relations de transfert qu'on peut avoir, vous démariez, vous êtes plus jeune qu'elle. Quelle image de figure, je sais pas, ce qu'elle a pu. C'est elle qui vous recrute, elle vous met le pied à l'étrier. Bon. Et dont vous avez du mal un peu à sortir et puis qui maintenant devient une figure assez menaçante et assez hostile. Et du coup, vous êtes complètement pétrifié, vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Bon, mais dans les faits, vous êtes quelqu'un dans la société, comme tout un chacun, vous avez des droits. Donc c'est important aussi de sortir de cette relation duel-là et de faire appel à la réalité. C'est-à-dire il y a la hiérarchie de l'entreprise, il y a des syndicats, il y a des lois, il y a la médecine du travail. Enfin, vous voyez, vous ne pouvez pas rester comme ça dans ce tête-à-tête complètement mortifère pour vous. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'avais pensé... Enfin, moi, je pensais partir, quoi, mais...
Il y a effectivement, quand on a essayé avant des choses et que si c'est vraiment après que rien ne marche et que c'est la santé qui est en jeu, bien sûr que ça peut être une possibilité de partir. Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Je me sens pas en confiance, quoi. J'ai perdu toute confiance. Mais j'entends bien. Je me dis comment je pourrais aller à un entretien maintenant. Voilà. Alors moi je pense que déjà c'est pour ça qu'il faudrait. Moi je crois que vous êtes. Moi je vous sens assez déprimée, hein, Sophie. Enfin, mais j'ai des moments. Mais dans le sens où elle a atteint quelque chose de cette confiance en vous. Elle a fini. Elle est par un peu. Vous êtes fatiguée, je pense. Elle vous a. Oui, je suis fatiguée. Elle vous a fatiguée physiquement, psychiquement. Alors qu'au fond, vous avez pu quand même, je veux dire, alors que bon, par rapport à cette formation, elle vous disait débrouillez-vous. Vous avez pu la mettre en place malgré son avis. Enfin, je veux dire, il vous a fallu résister. Hein, vous avez à tous les sens du terme. Donc vous avez été très combative sur cette histoire. Ah oui. Mais bon, ça vous... Oui. L'ambiance en même temps, je devais quand même étudier et tout ça, et c'était quand même pas facile de mener les deux de front, quoi. Non. Quelqu'un qui vous parle plus. Mais c'est très pénible. C'est très pénible. Vous allez là-bas dans un contexte de. Mais à côté de ça, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais là-bas. Enfin. Oui, mais en même temps, c'est anxiogène. Le travail, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais c'est ça, quoi. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'aller avec votre jeune collègue, demander un rendez-vous avec votre direction pour les informer de ce qui se passe et vous voyez si c'est suivi des faits. Bon, ils le savent plus ou moins déjà, quoi. Alors, tout le monde ils le savent peut-être moins que plus, et ça vaut le coup de le dire vraiment, de dire ce qu'il en est. Et à ce moment-là, effectivement, il est toujours possible de voir, de demander si ça ne bouge pas, de devoir repérer peut-être pour un autre poste, mais pas une démission comme ça du jour au lendemain. Hein. Il ne faut pas que vous vous retrouviez à ce moment-là. C'est des licenciements pour incompatibilité d'humeur. Enfin, vous voyez, il ne faut pas que ça se retourne contre vous non plus, Sophie. Hein. Vous voyez ? Non, ça, je suis assez consciente que... Il y a Patricia qui dit « J'ai subi le même genre de problème. J'ai demandé une entrevue avec la direction et ma collègue. J'en suis ressortie plus forte. Courage à vous. » Il y a Jean qui dit « Cette femme a peur de vous et de ce que vous représentez. Il faudrait apprendre à l'ignorer et ne pas donner de prise à ses attaques. » Oui, mais enfin, c'est difficile quand on partage le même bureau. C'est ce que j'ai fait pendant... Mais là, j'y arrive plus, quoi. J'avoue que... Et là, elle s'en prend à ma jeune collègue et elle lui a aussi tenu tête il y a 2 semaines. Mais l'union fait la force. Et je vois, quoi. D'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, là, ça y est, elle cherche. Et donc, toutes les deux, on en a parlé. Elle pense aller peut-être voir un syndicat. Enfin, c'est... Mais on se dit, après, ça va nous poursuivre, quoi, si on... Non, pas forcément. C'est vrai qu'on vous sent fatigué. Donc, c'est vrai que mettre en œuvre tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance. Oui, j'ai plus d'énergie. J'essaye de... Alors, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être voir, vous pouvez après tout être arrêté. C'est pas parce que, attendez, je suis désolée, vous pouvez comme tout salarié être arrêté parce que vous n'êtes pas bien, enfin, pour X raisons. Et puis, compte tenu de ce que vous vivez, en plus, ça peut se justifier. Vous voyez, vous pouvez voir votre médecin en disant « Je vis une situation, j'aime mon travail, mais je vis une situation impossible sur mon lieu de travail. » Donc, c'est pas être tir au flanc que de dire ça. Hein, c'est simplement de dire « Bon, là, je ne vais pas bien. » Reprendre un petit peu des forces. Ne serait-ce que déjà prendre un peu de recul en ne vous rendant plus sur votre lieu de travail, ne plus être confronté à elle. Et puis, avec votre jeune collègue, oui, allez voir un syndicat, prendre contact avec eux, voir ce qu'ils vous conseillent. Parce que, finalement, ne pas alimenter la toute-puissance de cette femme. On va accueillir Françoise qui est avec nous au 39 21 et je la remercie. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Et puis bonsoir aussi à votre intervenante, parce que j'ai oublié son prénom, excusez-moi. C'est Sophie. Sophie, d'accord. Oui, mais écoutez, quand je vous écoute tous les soirs avant de m'endormir, et puis quand j'ai entendu, dès les premières secondes, quand j'ai entendu le témoignage de Sophie, eh bien, j'avais l'impression de parler, parce que ça ressemble pratiquement trait pour trait à mon histoire. Je vis depuis 2009 une situation à peu près similaire. Bon, chaque histoire étant particulière, bien évidemment. Oui. Mais j'ai vécu un peu cette descente aux enfers avec une personne, ma supérieure hiérarchique en l'occurrence. J'étais à milieu de me douter qu'il allait m'arriver une chose pareille, puisque quand elle est arrivée à la direction du service, j'étais ravie. C'était a priori quelqu'un de très sympathique. Enfin, vraiment, elle donnait l'impression d'une personne vraiment, vraiment sympathique, vraiment, voilà. Et donc, petit à petit, les choses, au fil du temps, ont commencé par se dégrader. Et puis, à un moment donné, ça a été convocation dans son bureau avec des reproches répétitifs de choses... que je ne m'étais a priori pas rendu compte, puisqu'a priori elle n'existait pas, je m'en suis rendu compte après. Bref, toujours est-il que ça se passait toujours dans son bureau, à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Et donc, j'ai vécu ça, je dirais, vraiment seule, quoi, dans mon service. Et comme c'est arrivé à un moment où j'étais assez vulnérable, puisque j'avais vécu un deuil dans ma famille, j'ai pas eu la force de réagir. Et donc, je suis, à un moment donné, quand vous suggérez à Sophie de se mettre en arrêt de maladie, moi, j'ai été amenée à mettre en arrêt de maladie parce que mon mental allait tellement mal que le corps s'est rebellé et que j'ai été physiquement malade. Et à partir du moment où j'ai réussi un petit peu à refaire surface physiquement, j'étais complètement désemparée parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai fait des recherches à un moment donné sur Internet et il m'a semblé avoir trouvé pouvoir verbaliser ce qui m'arrivait, et ça ressemblait fortement à ce que j'ai trouvé, ce qu'on appelle un pervers narcissique, que je ne connaissais pas. Donc si j'ai bien compris comment fonctionnent ces personnes-là, extérieurement, elles vous donnent l'impression d'être quelqu'un de fort sympathique, d'avenant, de très agréable à côtoyer. Et à partir du moment où elle a décidé, je ne sais pourquoi, qu'elle allait s'en prendre à une personne, c'est une personne qui a deux visages, quoi. Et oui, donc, peu importe ce qu'elle est, ma question, c'est moi, quoi. Comment vous protéger d'elle ? J'ai du mal à me protéger à me projeter dans l'avenir, je sais pas. C'est très difficile, justement, et à un moment donné, j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a effectivement mis en arrêt, qui m'a prescrit des anxiolytiques. Enfin ça n'a pas du tout, c'était pas du tout ce qui me convenait. Et puis un jour, j'écoutais les informations sur ma station préférée, Europe 1. J'ai entendu ce qui se passait à France Télécom, alors qu'il n'a vraiment rien à voir avec ma situation, hein, parce que là, pour le coup, c'était vraiment dramatique, tous ces suicides. Et donc, mais moi, je comprends. Il parlait de la médecine du travail. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Je suis allée voir le médecin du travail, j'ai demandé à être convoquée. Il m'a vue très fréquemment, très régulièrement. Il m'a donné le nom d'un psychologue pour éventuellement aller me libérer un peu par la parole de tout ça. Et surtout, il a bien écouté ce que je lui disais. Je lui ai même montré des preuves écrites. Et il a fait remonter ça à ma hiérarchie. Quand je parle de la hiérarchie, c'est au-dessus de ma hiérarchie. Encore au-dessus d'elle. Encore au-dessus. Et donc, à partir de là, les choses ont commencé à se calmer un peu parce que, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais j'imagine bien qu'elle a certainement dû être convoquée, il y a dû avoir quelque chose. Parce que à partir de ce moment-là, ça a commencé à se calmer. C'est une entreprise. Merci beaucoup Françoise de ce témoignage, parce que c'est important de voir que en réagissant, finalement ça calme. Mais on a l'impression, un peu comme Sophie, qu'on ne va jamais s'en sortir. Oui, sur le moment, mais c'est quelque chose de irrémédiable. Mais c'est pour ça qu'il est important de se faire.
on a l'impression d'être broyé à ce moment-là, parce qu'il y a trop de fatigue. Voilà. Mais est-ce que c'est une entreprise de quelle taille à peu près, Sophie? Écoutez, je suis... Sophie, non, je demandais à Sophie au départ. Publique. Oui, pardonnez-moi, je demandais à Sophie Françoise. Parce que Sophie, Françoise... Administrativement parlant, il y a à peu près 600 personnes. D'accord. Merci. François, je demandais à Sophie, oui, pour voir un peu par rapport aux protections possibles. Et vous, Sophie? C'est une grosse entreprise. Bon, c'est important parce que du coup, c'est plus facile, entre guillemets, de se protéger au niveau des délégués, des syndicats et autres. Que parfois quand c'est une toute petite structure familiale et autres. Mais vous en avez parlé déjà, la médecine du travail? L'année dernière, quand j'y étais allée pour la visite annuelle, qui était... j'avais dit que je faisais ma formation, mais que ça s'était pas très bien... Enfin, c'était pas bien passé avec une de mes collègues. Du coup, c'était un peu difficile. Elle m'avait dit « Oh, mais vous en avez rien à faire de ça ». Je l'avais un petit peu dit, mais pas au point où elle n'a pas entendu à quel point c'était vraiment difficile. C'est pas elle que ça regarde, votre formation, c'est vous. Voilà, oui, elle n'a pas compris que vous étiez vraiment en difficulté. Vous avez un peu elle m'a demandé où banalisé. j'en étais, je lui ai dit, c'est tout, quoi. J'ai pas... Moi, je pense que... me plaindre. Oui, mais on entend ça, mais en même temps, moi, j'entends que quand Françoise parlait de France Télécom, des phénomènes de suicide, vous dites quand même, Sophie, c'est passé comme ça, dire, moi, je comprends. Donc, moi, je pense que ça serait important que vous soyez un peu soutenu parallèlement, psychologiquement aussi, hein. Vous ayez un lieu pour en parler. Parce que vous dites, j'aime pas me plaindre, et en même temps, on entend chez vous une souffrance, hein. Et qui n'est pas à négliger. Oui. Mais j'en parle déjà, mais... Oui, mais je crois qu'il faut vraiment que vous en parliez parce que vous perdez toute confiance en vous, toute estime de vous-même. Oui, donc même dans mes relations, j'ai des amis, tout ça, mais les amis, ça se passe bien, mais je vois bien, j'ai confiance dans ma vie amoureuse, j'ai confiance en personne, je reste... j'ai du mal maintenant à accorder ma confiance à quiconque. Je me méfie un peu des... je peux pas dire que ça vient vraiment que de ça, quoi, mais... Mais ça joue, c'est-à-dire que ça empiète trop sur votre vie. Oui, et bien seulement je m'en rends compte, quoi, vraiment. Donc, vous avez besoin là pour pouvoir un peu réagir, parce qu'actuellement vous êtes trop fatigué pour pouvoir le faire, d'avoir. Moi, j'irai voir votre médecin. Déjà lui en parler à votre médecin, qui puisse un peu vous arrêter. Et peut-être aller voir, un psy, avoir quelques séances pour parler un peu de ce que vous vivez, être un peu soutenu, pour vous sentir un petit peu plus forte, pour comment réagir par rapport à ce qui se passe là dans votre entreprise. Pour ne pas vous laisser comme ça dévorer par l'attitude de cette femme, et pour pouvoir aller en parler à la hiérarchie. Parce que si vous voulez, dans mon attitude, on travaille avec des gens, donc ça se voit pas sur moi. Il y a que en ce moment là où vraiment j'accuse. Oui, vous accusez. Aujourd'hui, j'étais fatiguée. Tout le monde m'a dit que j'étais fatiguée, alors que j'avais rien fait du week-end. Et là, je me dis, en fait, c'est peut-être quand même ça. Alors qu'avant, je suis toujours enjouée, avenante. Mais oui, mais c'est une réaction. Mais c'est une réaction où vous avez tenu, et puis actuellement là, ça fait trop parce que vous avez accumulé beaucoup de stress. Alors il y a quelqu'un c'est Céline qui est prête à vous donner son mail parce que elle se retrouve dans votre histoire, elle s'en est bien sortie, donc on va vous communiquer son mail hors antenne. Il y a petite Lily qui dit: j'ai vécu la même chose, une collègue avait monté plusieurs personnes contre moi, j'arrivais en pleurs le matin au bureau, il faut vraiment réagir contre ce poison. Il y a quelqu'un qui dit: attention Sophie, souvenez-vous de cet adage qui ne dit mot consent, ne consentez pas, quand vous irez mieux il faut pouvoir réagir. Voilà, mais je crois qu'avant il faut que vous soyez un peu soutenu, voir avec votre médecin, prendre au sérieux le fait qu'actuellement vous êtes très fatigué.
Il y a Tinou qui dit cette jeune femme devrait essayer d'entendre. J'ai vécu la même chose. J'ai pas osé me défendre. Résultat, départ de l'entreprise au bout de 23 ans, une dépression cadeau, car j'avais peur de ce que les autres penseraient de moi. De plus, ma supérieure buvait sur le lieu de travail. Je craignais sa toute puissance. Mathilde qui dit il faut en parler à la hiérarchie. L'attitude de cette personne est intolérable. C'est à la hiérarchie de parler à cette collègue et de lui donner des instructions pour qu'elle cesse cette attitude antisociale. Bon, ça s'est déjà passé, mais bon, ce qu'il y a, c'est oui, après, elle a fait du chantage. Oui, et puis mais là, on en est à un statu quo où mais vous savez, ne se pose la question de savoir. Sophie, on va conclure. Vous savez, Oui. dans ces cas-là, c'est toujours ce qui revient, c'est que les personnes qui subissent un harcèlement n'osent jamais réagir parce que par peur d'être faibles. Et au fond, comme ça, les autres continuent à pouvoir harceler en toute tranquillité, alors qu'à un moment, c'est important de réagir parce que sinon on continue à être comme ça pétrifié et tétanisé. Donc il faut prendre au sérieux ce problème et vous faire aider. Alors ne raccrochez pas, on va vous donner les coordonnées du mail de Céline. D'accord, je vous remercie beaucoup et puis bon courage. Voilà, continuez. Bon votre courage, émission, Sophie. Vraiment, ça aide beaucoup les gens. Et merci également à Françoise. Oui, ne à raccrochez Françoise. pas. Oui. Au revoir. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors, des messages de Sergio et de Georges simultanément qui me disent qu'ils sont fatigués aussi, mais pas à cause du harcèlement dans le travail, heureusement, mais à cause du changement d'heure. Hein. Vraiment, ça les fatigue. Bah oui, je crois que vous n'êtes pas les seuls, mais il va bien falloir qu'on s'y fasse, hein, malgré tout. Un petit clin d'œil également à Olivier le patrouilleur qui nous écoute depuis la Bretagne cette nuit. Alors, je ne sais pas s'il est sur l'autoroute ou un petit week-end, peut-être prolongé, qui sait. Allez, on va accueillir maintenant, je crois que c'est Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Écoutez, moi je vous appelle pour un souci bien particulier. Donc je suis divorcée. Vous avez dû avoir un mail. Oui. Un petit peu expliquant tout ça. Donc je suis divorcée, séparée depuis 2007, divorcée depuis 2009. Et entre-temps, donc, j'ai un ami. On travaille ensemble. Je ne sais pas par où commencer. Je suis perdue dans mes sentiments parce que entre mon ex-mari et avec qui j'ai de très bonnes relations et puis mon ami actuel, quoi. Donc là aujourd'hui je suis. Oui, alors vous êtes perdue dans vos sentiments, mais au point de renouer une relation avec quelqu'un et puis de l'arrêter, de repartir avec l'autre. Enfin, c'est pas simplement d'être comme ça dans votre tête, comme dire bon, je pense à l'un, je suis avec l'un, mais je pense à l'autre. Hein. C'est-à-dire que vous interrompez par moment la relation, si j'ai bien compris, Delphine, pour repartir, oui, pour reprendre la relation avec l'autre. Oui, en fait, j'ai pas mal de soucis avec mon ami. Donc, les relations se sont arrêtées plusieurs fois et ont reprise. Mais avec mon ex-mari, ça a repris une fois, en janvier, là. Mm-hmm. Et au bout d'une semaine, je crois, je sais pas, j'ai paniqué, je savais plus, mon ami me manquait, je savais plus du tout où j'en étais, et donc là depuis j'avais repris avec mon mari avec mon ami, et depuis quelques semaines là ça recommence. Donc là pour l'instant il y a une coupure avec mon ami et je sais plus du tout quoi faire. Mais dites-moi, comment a réagi déjà votre... Alors ça veut dire, bon, on va procéder un peu par ordre parce que oui. ça veut dire que votre ex-mari, lui, n'a pas refait sa vie, comme on dit. Il était disponible pour que vous soyez revenu vers lui une semaine. Hein. Et puis au bout d'une semaine, vous êtes revenu vers votre compagnon actuel. Lui vous a ouvert les bras.
Parce que après tout, ça paraît fou. Enfin fou, non. Vous savez, j'ai vu plus fou, hein. Mais enfin, au bout de, ça n'a pas dû être simple non plus. Non, ça n'a pas été simple du tout pour lui. Et c'est vrai que d'être dans cette situation, ça me fait mal pour lui aussi. Et puis, et voilà, oui, il supporte beaucoup de choses, quoi. Là, il est en attente. Mais moi, j'arrive pas à donner de réponse. Je suis complètement perdue. Qu'est-ce qui fait que, au fond, votre divorce a eu lieu en 2009 et qu'en 2011, vous éprouviez le désir de revenir comme ça, une semaine, vers votre ex-mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez gardé des liens pour vos enfants, des liens plutôt, au fond, assez cordiaux. Oui, mais qu'est-ce qui fait de là de passer de liens cordiaux à renouer? Comment ça s'est mis en place? Disons, même depuis la séparation, il y avait toujours quand même... au départ, j'étais un petit peu dans une période euphorique, nouvelle vie, tout ça, donc... Parce que vous aviez rencontré votre compagnon actuel? Oui, mais enfin, moi et mon compagnon actuel, on s'est mis ensemble après la séparation d'avec mon mari. Mm-hmm. Et j'étais bien, ça allait, mais je pensais quand même à mon mari. C'était une situation difficile, quoi, d'être séparé après 17 ans, 2 enfants. Oui. C'était pas évident quand même. Il y avait tout le temps des doutes, et puis de plus en plus par la suite, puisque après je me suis installée avec lui, mais il y a eu des soucis, donc. Par rapport à son comportement, l'acceptation avec mes enfants, enfin lui vis-à-vis d'eux, puisque mes enfants acceptaient bien, l'acceptaient bien, mais lui moyennement, quoi. En fait, au départ, j'avais pas la garde des enfants, c'était convenu comme ça avec mon ex-mari, puisque c'est moi qui suis partie et d'une part, mon ex-mari ne m'aurait pas laissé la garde, et d'autre part, moi, je préférais faire comme ça parce que les enfants avaient leur habitude, leur vie, leurs amis, donc je voulais pas casser tout ça en plus. Et ensuite, mon ex-mari a changé d'emploi et les horaires ne lui permettaient plus de s'occuper des enfants, donc aujourd'hui, j'ai la garde des enfants. Oui. Depuis l'été dernier. Et donc, avec mon ami, ça n'a pas été évident. Voilà. Et j'avais donc décidé que c'était terminé et qu'on se sépare et qu'il se cherche un appartement. Donc, et au mois de septembre, donc, on n'était plus ensemble. Mais on a décidé ensuite de continuer à se voir malgré tout. Et de parler de tout ça, et enfin, je ne sais pas comment vous expliquer parce qu'il y a tellement d'éléments autour de tout ça. Oui, alors on va essayer de recentrer parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, voilà, c'est le brouillard complet, que je ne peux pas rester comme ça. Oui, mais alors, est-ce que vous ne pensez pas, Delphine, qu'à un moment, il y a entre les sentiments, vous le dites vous-même, pour votre... Bon, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je formule. Mais votre ex-mari, c'est quand même l'homme avec qui vous avez vécu 17 ans, vous avez eu 2 enfants, vous avez traversé à un moment aussi une période de doute, puisque lorsque vous avez eu la garde des enfants, c'était pas évident ces nouvelles relations entre vos enfants et votre compagnon. Peut-être que un peu de nostalgie, comme on peut en éprouver parfois avec une séparation, quand on s'est séparé, mais qu'il n'y a pas au fond de relations hyper conflictuelles avec l'autre, qu'on se sépare, mais qu'on lui garde malgré tout toute notre tendresse et toute notre affection. Oui. Et comme un désir de revenir vers du connu, vers du familier, vers du réconfortant. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fond, quand même, au bout de cette semaine passée avec lui, vous êtes revenu vers votre compagnon actuel, hein? Vous n'êtes pas resté? Non. Est-ce que votre ex-mari représente pas cette vie, ce connu, le familier, Il représente plus de sérénité, plus d'équilibre, et puis il y a tous ses souvenirs, et puis et puis c'est difficile de refaire sa vie avec quelqu'un qui n'est pas le papa des enfants, et ça je m'en étais pas rendu compte avant.
Et que la personne avec qui je suis aujourd'hui a totalement changé par rapport à ses attitudes d'avant, donc est prête à tout et l'a prouvé. Donc aujourd'hui, souffre énormément de la situation également et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis comme ça, quoi. Mais je continue quand même à penser à mon mari. Donc là, la situation est compliquée. Mais c'est normal que vous pensiez à votre mari. Oui, mais il y a toujours quand même cette attirance, mais elle va pas être constante. C'est un pas en avant, un pas en arrière en permanence. Oui, mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas effacer. Heureusement d'ailleurs, on n'efface pas les gens que l'on a aimés. Restent et font partie de notre vie. Enfin, c'est quelqu'un qui a été présent dans votre vie pendant 17 ans, dont vous avez eu des enfants et avec qui vous êtes en contact. Donc c'est aussi à un moment où c'était compliqué avec votre nouveau compagnon par rapport à vos enfants, qu'au fond vous revenez, est-ce que vous revenez vers l'homme ou vers le père de vos enfants en reconstituant la famille, vers le côté rassurant? À un moment où le compagnon qui partage votre vie, vous vous dites « Ah ben oui, mais c'est pas comme le père de mes enfants, il n'est pas le père de mes enfants ». C'est au fond un peu la question. Oui, on peut dire que c'est un peu ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il reste quelque chose d'assez fort quand même vis-à-vis de mon ex-mari. Et cette complicité, je sais pas comment expliquer les choses. Hein. Aujourd'hui là, je ne vis plus, quoi. Alors prenez un peu de distance. Quand on ne sait pas, au fond vers quoi se tourner, il faut un peu prendre de distance. C'est ce que j'essaye de faire, mais mon ami. Après tout, vous l'avez déjà prise. Ah oui, mais vous l'avez déjà prise avec votre ex-mari, donc vous pouvez aussi dire. Écoutez, vous êtes revenu vers lui à un moment, vous pouvez lui dire, quitte au fond je préfère essayer d'y voir un petit peu plus clair, plutôt que d'avoir à éventuellement partir et devoir te faire souffrir. J'ai besoin, actuellement, je me sens un peu perdue, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair. Je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai tout expliqué et le souci c'est que je sais bien qu'il a encore des sentiments pour moi et d'autant plus là, c'est d'autant plus attisé. Qu'il a peur que je rechange d'avis, quoi. Et c'est tout à fait normal. Oui, mais Delphine, vous ne savez pas où vous en êtes. Comment voulez-vous le rassurer? Vous ne savez pas où vous en êtes. Là, c'est difficile de le rassurer. Oui. Vous ne pouvez rassurer personne. Vous êtes en pleine confusion. Le souci, c'est que moi, les enfants vont entrer au collège au mois de septembre. Oui. Moi, travaillant avec mon ami actuel, si je ne reste pas avec lui, je ne peux pas me permettre de travailler encore dans ces. Je partirai. Oui. Partir, quitter cet emploi, ça veut dire me retrouver sans emploi. Comment faire? Si vous voulez, je me sens un peu oppressée. Ah ben oui, mais ça. Un petit peu. Oui, mais ça. La décision, il faut qu'elle se prenne vite parce que l'inscription au collège est au mois de septembre. Non, mais ça n'a pas de sens non plus. On prend pas des décisions qui impliquent et qui engagent comme ça dans l'urgence quand on ne sait pas où on en est. Vous n'allez pas prendre une décision qui doit se prendre vite comme ça, parce qu'il y a une inscription en septembre, parce que je ne sais quoi, vous travaillez avec lui, si c'est pour dans quelques semaines revenir avec votre ex-mari. Enfin. Je comprends bien tout ça me rend mal à l'aise, parce que tout ça, c'est absolument pas logique, mais... c'est dans la réalité. Mais l'important, c'est que vous soyez être au travail en ayant rompu avec mon ami, ça va être extrêmement difficile pour lui et pour moi. Ça veut dire peut-être qu'il faudra songer à prendre un autre travail, oui. Ouais, alors trouver du travail, ça va être difficile ici, mais bon, c'est très difficile. C'est angoissant et puis j'ai plus la force parce que remis tout ça, j'ai eu pas mal d'épreuves ces dernières années et aujourd'hui j'ai plus la force de. Non, mais vous êtes jeune encore, hein, Delphine. Oui, mais bon. Attendez, vous avez moins de 40 ans, vous vous rendez compte. Mais vous mettez là dans une situation vous-même impossible. C'est fou, hein, parce que on sent bien, vous êtes oppressé, vous êtes angoissé, mais vous créez les situations de
vous allez au-devant de quelque chose, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça vaut peut-être le coup de vous poser, d'y réfléchir et d'en parler un peu avec quelqu'un de totalement extérieur, hein, ce que vous faites avec moi ce soir. Mais vous semblez, vous comprenez bien que je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. De revenir vers votre ex-mari ou de rester avec votre compagnon. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Hein, et pour cela, essayez de comprendre au fond quels sont les enjeux derrière. Donc peut-être que effectivement, ça vaut le coup de vous pencher un peu sur la question. Je vous dis pas de faire une psychanalyse, mais d'avoir quelques séances, d'en parler en consultation avec un psychothérapeute pour mettre à plat. Et pourquoi, déjà la situation étant compliquée, vous rajoutez de l'angoisse en vous disant « et je dois en plus décider alors que je suis perdue dans l'urgence ». Donc vous voyez, vous rajoutez en plus de l'angoisse à tout ça. Bon. Donc, il y a toujours, on a toujours le choix. C'est compliqué d'avoir le choix. Oui, changer de travail, c'est pas évident. Non, mais Delphine, c'est compliqué le choix. Très. Ben oui, c'est compliqué. Mais c'est à ce prix-là aussi que vous avancerez. Certainement. Alors, il y a le subversif qui dit quelque chose dans votre situation actuelle vous brûle du feu de la culpabilité. C'est vrai que bon. Il y a quelque chose, il y a... la culpabilité de faire de mal à deux hommes qui tiennent à moi et de leur faire subir tout ça et que je ne voudrais pas justement que... Oui, mais en même temps, vous êtes en plein dedans. Hein, pardon ? Vous êtes en plein dedans. Oui, évidemment. Oui. Alors, dans ces cas-là, on se met en retrait. Quand on ne veut pas, vous voyez, quand on dit bon, je préfère ne pas. C'est ce que j'essaye de faire, de me mettre en retrait. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Oui. Envisager de quitter mon travail, c'est pour en trouver un autre. Enfin, je veux dire, ça me semble une montagne. Pour être un peu moins dépendante, peut-être, de cet homme-là. Ça vous permettrait de réfléchir plus tranquillement. Oui. Je pense qu'il n'y a que ça à faire, mais bon, c'est... Vous verrez, peut-être que c'est pas aussi urgent que vous ne le pensez, Delphine. Là, vous rajoutez des choses comme s'il fallait... on ne prend pas de décision comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, Delphine, c'est qu'on ne prend jamais de décision dans l'urgence, de décisions en plus qui vont nous engager dans des changements comme ça personnels et pas seulement vous, mais aussi qui impliquent vos enfants. Mais voilà, ça ne se prend. Oui, mais Delphine, justement, on ne prend jamais des décisions aussi importantes dans des moments de crise. Or, vous êtes à un moment un peu de crise existentielle, on va dire. Hein? Donc, on ne peut pas prendre de décision à ce moment-là. Il faut déjà prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, parce que sinon, on est à côté, on agit dans l'urgence. Et souvent, on enlève l'épine du pied, on croit être soulagé, mais momentanément. Donc, je pense, accordez-vous ce temps de la réflexion. Vous pouvez dire, on a le droit d'être un peu perdu à certains moments dans la vie. Et puis, vous verrez bien et vous vous rendrez compte que l'urgence, elle n'était pas celle que vous croyez, à mon avis. Donc, allez, je pense, voir quelqu'un pour en parler de façon un petit peu plus neutre, parce qu'on sent effectivement beaucoup d'angoisse. Il faut qu'on se quitte, Delphine. Oui, mais ça, oui, mais il souffre, oui, mais tout le monde souffre dans cette histoire. Mais bon, écoutez, il fait le choix aussi en restant avec vous. Bon courage, Delphine. Au revoir.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout ce qui fait votre vie en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir sur le site internet europe1.fr ou par SMS au 7 10 25 en commençant vos messages par le mot nuit. Beaucoup de messages qui arrivent pour Sophie, qui était la première intervenante et qui rencontrait des problèmes dans son travail avec une de ses collègues. Julie dit pourquoi ne pas alerter le médecin du travail qui aura toute l'attitude d'arrêter Sophie quelque temps par l'intermédiaire de son médecin traitant, éventuellement de repérer d'autres situations identiques dans la même structure, intervenir auprès de l'employeur. Les moyens sont nombreux. Le médecin est un interlocuteur privilégié dans ces situations. Il s'est également orienté vers des spécialistes par le réseau qu'il a construit et les associations existantes. L'entretien reste toujours confidentiel sous le sceau du secret médical. Voilà, nous dit Julie. Alors il y avait effectivement pas mal d'entre vous qui avaient... c'était Jocelyne qui nous avait appelé aussi au 39 21 pour nous dire ça, et qui dit s'il y a lieu, ils feront remonter cela à la hiérarchie. Sophie nous disait qu'elle en avait parlé de ce problème avec sa collègue du travail, mais en banalisant un petit peu les choses, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu vraiment de suite donnée. Il y a également Dan qui nous envoie un petit mail pour dire il existe des cabinets de psychologues du travail qui aident. J'interviens dans le champ de la prévention des risques psychosociaux en entreprise, tant sous forme de formation que d'audit interne. Je décline cette démarche d'évaluation de façon globale. J'enseigne également sur les thèmes qui touchent la question de la santé mentale au travail, l'analyse stratégique en organisation auprès du public varié. Je réalise des bilans de compétences pour un public de salariés de tout niveau et secteur d'activité. Je reçois un entretien individuel des salariés directement concernés par la question de la souffrance au travail. Et puis il y a Lionel qui dit je me permets de conseiller à vos auditeurs de contacter la cellule risques psychosociaux auprès de la DRH. En principe, cette cellule se compose du médecin du travail, du DRH et du directeur des affaires sociales chargé de recenser officiellement tout type de risques psychosociaux et d'agir en conséquence. Toutefois, dans le cas de l'absence de cette cellule, vos auditeurs peuvent faire appel à un coach spécialisé chargé de remonter l'information auprès de cette cellule. Alors ça, je ne sais pas où on trouve les coachs. Les coachs, faut-il qu'il y en ait dans les entreprises, hein. Il y avait également Michel qui avait dit ce que vit Sophie est du harcèlement moral entre employés, c'est reconnu par la loi. Elle doit envoyer une lettre à sa hiérarchie en expliquant les choses. Sa hiérarchie sera obligée de diligenter une enquête et de prévenir l'inspection du travail. Le harcèlement est extrêmement encadré. L'entreprise a pour obligation de la protéger de ce harcèlement. L'employeur pouvant être poursuivi s'il ne fait rien. Et puis des messages également pour Delphine qui donc était dans une histoire d'amour entre deux hommes, son ex-mari et son compagnon actuel, où elle avait du mal à prendre des décisions. Brigitte envoie un message au 7 10 25 en disant il n'y aura aucune situation idéale, tout choix implique un renoncement, mais après vous pourrez en être heureuse. Allez, on va écouter un petit peu de musique et nous accueillerons après Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, écoutez, c'est très gentil de me rappeler. Mais je vous en prie, on s'était parlé vraiment étant à une minute vendredi soir. Oui, vous vouliez revenir sur le témoignage de Christelle. Hein, cette Exactement, jeune, et en même temps, par ce biais-là, parler de quelque chose qui m'a énormément choquée, mais je voudrais effectivement parler du témoignage de Christelle. Alors cette jeune femme qui, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute vendredi, qui avait une mère qui depuis qu'elle était petite, en fait, avait
lui laissait peu d'espace dans sa vie personnelle. Mais malgré tout, Christelle avait pu se construire puisque elle était aujourd'hui en couple avec des enfants. Mais sa mère lui reprochait de sortir, d'avoir des amis et au fond de ne pas s'occuper d'elle. Et il y avait chez Christelle ce sentiment de culpabilité alors que sa mère était jeune, encore 55 ans. Elle disait une belle femme et sa mère n'ayant pas d'amis et lui disait tu pourrais quand même t'occuper de moi, sortir avec moi plutôt que de sortir avec tes amis. Et Christelle avait l'impression d'abandonner sa mère, c'est ce qu'elle nous disait. Tout à fait, oui. Et moi, si vous voulez, ça m'a fait réagir parce que bon, là, c'est pas tout à fait pareil, mais le peu d'espace parce que Christelle a 35 ans, moi j'en ai 62, mais à 35 ans, je n'avais pas du tout la maturité, je n'avais pas du tout l'analyse qu'elle fait de la situation, si vous voulez. Oui, elle est assez solide. Sa mère lui a aussi, c'est quand même le point positif, lui a donné une certaine force intérieure dans cet amour, quand même, malgré tout. Voilà, donc si vous voulez, c'était certaines phrases, j'ai réagi par rapport à on s'est sacrifié pour toi. Oui, c'est vrai. Il faut pas, le rang social est très important. Me semble-t-il qu'elle avait dit ça. Oui. Et les choses se résolvaient en famille. Il fallait pas montrer, il fallait pas dire. Alors ça, c'est ma mère. Voilà. Mais ça a toujours été ma mère. Maintenant, ma mère est très âgée. Mais ça a toujours été ma mère. Et si vous voulez, j'ai toujours été dirigée et je ne me suis jamais rendu compte de rien. Si, je m'en suis rendu compte trop tard. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte. Elle a dirigé avec mon père également. Je suis fille unique, ce qui peut-être n'arrange pas les choses. Et j'étais très gâtée, surtout très étouffée. Je ne m'en apercevais pas du tout. Il fallait que ils ont voulu se réaliser au travers de moi, alors il fallait que je travaille très bien à l'école, ce qui était le cas, alors j'étais très fière, que je sois là très mignonne, que écouter des choses d'un ridicule, mais moi je m'en apercevais pas en fait. Non. Oui. À l'époque, je ne m'en apercevais pas. Et la vie a continué. Mais comme vous ça. étiez heureuse de leur faire plaisir, vous faisiez plaisir à vos parents, de les voir heureux. Je faisais plaisir à mes parents, mais en même temps, il y avait une omniprésence, vous voyez, parce que j'ai fait des études supérieures, je suis donc partie à la fac, mais ça fait rien, il y avait une omniprésence de mes parents tout le temps. C'était comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée, et je vais commencer par la fin. La fin, oui, parce que ça permettra peut-être de mieux comprendre, même si ça paraît bizarre. Il y a 2 ans et demi, j'étais prof d'anglais. Oui. Là, encore sur les conseils de ma mère. Ça, j'avoue. J'adorais l'anglais. Oui. Et j'avoue que pour une fois, j'ai eu un travail. J'avoue que j'ai pas du tout regretté. Oui. J'ai adoré mon travail. Oui. Ça m'a permis de m'épanouir, d'être dans la vie avec mes élèves, avec de jeunes élèves. J'avais des élèves de collège et vraiment, c'était, pour moi, je vivais. Voilà. Oui. C'était extraordinaire. Vraiment une expérience, une révélation. Voilà, mon travail a été une révélation. Et quand j'avais 59 ans et demi, donc il y a 2 ans et demi, je ne dormais plus du tout. Le docteur m'a mise en arrêt de maladie. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis trouvée à la retraite. Et parce que je ne pouvais pas reprendre mon travail, vu mon âge, on m'a fait passer à la retraite. Oui. Et alors déjà ça, je l'ai très très mal vécu mais il fallait bien que je me rende à l'évidence. Et en plus, ma mère est venue vivre à la maison. J'ai pris ma mère aussi parce que ma mère était seule, parce que je m'en occupais beaucoup, parce qu'elle habitait à quelques kilomètres. J'y allais tous les jours, Caroline, tous les jours, j'allais m'occuper d'elle, tous les jours. Je ne partais pas en vacances. Une fois, j'avais essayé de partir, elle m'avait dit, mais tu sais, les vieux, ça crève. J'ai trouvé ça d'une violence. Oui. C'est très violent. Bien sûr que ça l'est violent. Et bien donc, sûr. Oui, c'est au moment où vous voulez un peu souffler, respirer, prendre des vacances. Elle pourrait. Non, évidemment. Voilà. Oui. Et si vous voulez, donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui m'avait particulièrement choquée. Et là, ça fait 2 ans et demi qu'elle est à la maison, elle a eu un grave problème de santé, et maintenant elle est en hospitalisation à domicile, donc j'ai l'hôpital à la maison, quoi. Et je suis seule. Et l'autre jour, j'ai encore exprimé un peu le désir en me disant, il faudrait que je me repose un peu, je suis fatiguée. Et tout ce qu'elle pouvait me dire, ça y est, elle recommence.
parce qu'elle a toute sa tête. Hein. Alors là, je peux vous dire qu'elle a toute sa tête. Oui. Elle va de mieux en mieux. Bon, à part qu'elle ne se lève pas beaucoup, sauf avec le kiné. Oui. Et moi, je suis sous antidépresseur. Oui. Anxiolytique, je vais de plus en plus mal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un choc il y a 3 mois. Et ça commence, je vais pleurer. Je voulais vous appeler, mais je me disais, je ne vais pas pouvoir parler, je vais pleurer. Bon, j'espère que ça ne va pas être le cas. Je me disais, mais je ne la supporte plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne la supporte plus. Alors bon, il y avait des choses qui me paraissaient normales. C'est tellement triste, c'est tellement dur, je suis seule, etc. Bon. Et puis, malgré tout, je me dis, il y a autre chose. Quand même, parce que elle m'envoie vraiment des vannes, si je peux dire les choses comme ça, et je réponds. Hein. Donc, vous imaginez l'ambiance sympathique qui est à la maison. Oui. Bon. Et j'arrive dans la salle à manger, je dis, mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on se fait payer quelque chose? Et là, Caroline, je me suis assise, je me suis effondrée en larmes, et c'était comme si j'avais le nez sur une image, et que tout d'un coup, je pousse cette image et que je comprends les choses. Je ne sais pas si je m'explique bien. J'avais tellement le nez dessus que je ne réalisais pas ce qui était vraiment le fond du problème. Et le fond du problème, il a fallu que je remonte 40 ans en arrière. Je fréquentais quelqu'un que j'aimais énormément, qui était un garçon très charmant, très bien. J'étais étudiante, j'avais 22 ans, et lui était élève officier. Et donc, je l'ai fréquenté une dizaine de mois, et mes parents s'en sont mêlés. Ah, tu comprends, il est trop bien, nous on est trop simple, le rang social... tu comprends, tu ne seras pas accepté dans la famille parce qu'on est quand même plus simple. Alors, il faudrait que tu écrives une lettre. Bien, Caroline, ils m'ont mis une telle pression. Je ne peux pas dire je me rappelle plus ce que j'ai mis dans cette lettre. J'étais en larmes. J'ai écrit ma lettre et quand j'ai eu ce choc il y a 3 mois, je me suis retrouvée comme si c'était la veille que j'écrivais cette lettre. J'étais comme si j'étais la veille assise sur mon lit, que j'écrivais cette lettre sur mon carton à dessin. Et j'étais désespérée. Donc j'ai écrit ma lettre que j'ai envoyée. Et parce que naturellement, eux m'ont dit, de toute façon, tu sais, nous, on sait tout ce qui vient pour toi, nous le savons. Quand tu ne nous écoutes pas, tu fais des bêtises, tu vas au-devant d'une déception parce qu'il te laissera un jour ou l'autre, parce que malgré tout, avec cette famille, avec ses médecins, ses officiers de marine, c'est des choses complètement stupides, mais bon. Et j'ai donc écrit ma lettre et... dans un mois après, oui, quelque chose comme ça, un mois après, un malencontreux hasard m'a fait rencontrer mon ex-mari. Et dans la foulée, écoutez, je lui ai plu, moi je ne voulais pas le voir, mes parents me disaient, mais si, vas-y, ça te change les idées, etc. Caroline, 3 mois après, je me suis mariée pour quitter cette ville, pour oublier ce garçon, pour passer à autre chose. Et je n'y suis jamais arrivée. Mon mariage a été une catastrophe. J'ai épousé quelqu'un d'odieux. J'étais enceinte 1 mois après le mariage. Et naturellement, ma vie a continué comme ça. Je me suis résignée. J'ai dit, tant pis. Mais je me suis toujours disputée avec mes parents. Toujours, de façon récurrente, par rapport à cette lettre. Mais j'ai jamais réalisé, jusqu'à il y a presque 3 mois, l'impact que ça avait eu sur toute ma vie. Parce que finalement, à 34 ans, je suis partie avec 2 valises et mes 2 enfants. J'ai quitté la maison pour aller dans un T2. Je faisais 60 km par jour pour aller travailler. J'avais une vie terrible, des enfants difficiles. Ma mère qui m'aidait, bien sûr, mais qui faisait bien sentir qu'elle m'aidait. Vous savez, de temps en temps, on me fait la piqûre de rappel, avec tout ce que je fais, que tu ne m'avais pas, etc., etc. Et voilà où j'en suis. Et je suis complètement désespérée. Et de toute ma vie, je ne me suis jamais attachée à qui que ce soit. Pourtant, je suis partie, j'avais 34 ans. J'étais jeune. Je n'ai jamais rien voulu reconstruire. Jamais. Non, c'est une impossibilité. Je fuis, je ne m'attache pas. Je me suis... je me suis lancée dans le travail à fond et dans la danse, parce que j'ai beaucoup dansé, j'adore danser. Et je me suis lancée à fond là-dedans. Et jusqu'à ce que je m'arrête de travailler. Oui, dans ce qui... Je me suis étourdie, si vous voulez. Oui, vous aviez quand même une reconnaissance et une valorisation dans votre travail et dans la danse. Oui, c'est ça.
Oui, et où quand même votre travail, c'est pas n'importe quel travail, l'enseignement. Vous aviez ce lien aussi affectif avec vos élèves. Tout à fait. Oui, le fait de transmettre. J'aurais couché à l'école, Caroline, pour ne plus rentrer chez moi. J'aurais couché à l'école. Tout ce que vraiment... Et si vous voulez, je n'ai pas réalisé l'impact que ça avait eu, jusqu'à ce jour. Je le savais, l'impact, mais à ce point, ce choc que j'ai eu, j'ai dit, mais ils m'ont fait rater ma vie. Bien sûr, j'ai conscience que peut-être ça n'aurait pas été. Peut-être, j'en suis totalement... je suis lucide en me disant... Mais oui, mais en même temps, vous auriez... même si... Toute personne peut faire un moment, on fait des choix et donc ces choix peuvent aboutir à des échecs parfois. Bien sûr, mais en tout cas, c'est important d'être aux commandes de sa vie. Voilà. Alors que si ce sont d'autres que nous qui sont aux commandes, eh bien, on a l'impression d'être complètement passé à côté. Donc, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je suis désespérée. Et je sais. Et en fait, si vous voulez, je passe beaucoup de choses parce que sinon, mais si vous voulez, je ne sais plus comment me sortir de cette situation. J'ai un traitement. Vous sortir de quoi, de ça, de ce sentiment d'arriver à dépasser ça. Et vous savez ce que j'ai fait. Vous allez dire, je suis que dans les écritures. Je lui ai encore écrit une lettre la semaine dernière. Alors cette fois-ci, j'ai écrit la lettre pour expliquer exactement ce qui s'était passé. Pourquoi j'avais écrit. Parce qu'après, j'ai appris qu'il m'avait recherché. Bon, j'étais mariée. Bon. Ma mère me dit, mais elle va le retrouver. Je dis, alors maintenant, c'est vrai que si avant, les parents peut-être auraient fait des difficultés avant parce que la classe sociale n'était pas suffisante. Alors maintenant, mariée avec un enfant... Vous lui écrivez, mais vous lui envoyez la lettre ? Je lui ai envoyé la lettre, j'ai envoyé chez ses parents, oui. Parce que je ne sais pas du tout où il est, je ne sais pas du tout. Donc j'ai envoyé une lettre chez ses parents. Bon, après, point d'interrogation. En tout cas, c'était important de dire pour vous, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Ce qui s'était passé. Et quand j'écrivais cette lettre, je disais, mais ma pauvre, tu es vraiment passé à côté de ta vie. Complètement à côté. Et j'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Parce que, voyez-vous, j'aurai 40 ans, je demanderai ma mutation, j'irai à l'autre bout de la France. Et maintenant, j'en ai 62, je suis sur ma colline et je suis derrière ma vitre à regarder passer les gens. Je pense pas. C'est-à-dire que pour le moment, là, vous êtes dans une période de votre vie qui est difficile parce que vous n'avez plus cette gratification du travail. Or, le travail, pour le moment, comme vous dites, ça comblait tout ce vide affectif, Mireille. Donc, évidemment, pour le moment, vous êtes dans une souffrance, ça réveille toute cette souffrance. Mais quand vous dites que vous regardez la colline derrière et vous avez l'impression d'un immense vide... Je suis morte. Oui, mais vous avez 62 ans, donc il y a encore, il est possible de vivre de vibrer, de ressentir des choses et de vivre encore de l'amour. Ça, en fait. Non, mais c'est-à-dire que là, vous vous raccrochez à ce qui aurait pu être, comme forcément, puisque vous ne savez pas de quoi peut être fait l'avenir. Donc, dans ces cas-là, on regarde en arrière. Mais voyez-vous, Caroline, c'est cette violence, ça a été d'une violence comme si c'était hier, mais il m'a pris vraiment une crise de désespoir totale. Je me suis dit, mais c'est difficile d'avoir au fond, vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous avez à vous occuper de votre mère, à la prendre en charge, et où en même temps il y a toute cette colère, cette révolte de vous dire je suis passée à côté de ma vie et je dois la prendre en charge. Et donc finalement vos parents vous ont pas permis d'être autonome et il faut la prendre en charge, elle qui ne l'est plus. Donc vous devez vous dire quand est-ce que enfin vous allez pouvoir vous occuper de vous. Non, je lui ai dit de toute façon tu es en meilleure santé que moi et je lui ai dit tu vois maman, je te consacre ma vie, c'est tout. Ma vie, elle t'est destinée, voilà. Vous avez fait un enfant pour vos vieux jours. Voilà ce que vous avez fait. Oui, mais alors moi je vais vous dire une chose, Mireille, c'est-à-dire que au fond, bien sûr que
l'assistance à des personnes âgées, c'est un devoir auquel on peut se soustraire sans sombrer dans l'inhumanité. C'est évident. Mais n'en déplaise aux bonnes âmes, si c'est au prix de sa propre vie, là, ça relève un moment de la névrose. Donc, à un moment, on peut en sortir de ça. C'est-à-dire que le côté de dire je te consacre entièrement ma vie, non. C'est-à-dire que dans ce désespoir dans lequel vous êtes, il est possible d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que de cette souffrance, vous pouvez en faire quelque chose aujourd'hui, Mireille, et qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et finalement, avec ce jeune homme, parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, ça ne sert à rien si ce n'est vous faire encore plus de mal. Oui, c'est vrai. De rester dans cette histoire, de ressasser. En revanche, il y a certainement des choses à vivre sur ce plan encore. J'espère. Que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas et que vous ne vous autorisez pas peut-être pour le moment à vivre parce que vous vous dites c'est tout simplement pas envisageable et peut-être que depuis le début de votre vie, le sens de votre existence était celui-là, au fond, vous occuper de vos parents, correspondre à cette image et puis après être le bâton de vieillesse, comme on dit, de ses parents. Si vous voulez, déjà avec ma mère et ma grand-mère, c'était exactement la même chose et ce schéma me faisait carrément horreur, quoi, en fait. C'était quelque chose que je ne supportais pas. Et donc de me retrouver dans une situation, et je dirais même pire, parce que ma grand-mère n'était pas dans un lit médicalisé et tout ça, je me dis, mais c'est fou. Et en plus, ce qui est quand même, un peu pas bizarre, mais si vous voulez, j'ai été élevée d'une façon assez stricte, etc., classique, et je suis quelqu'un de très original. Je suis j'aime la techno, je vis en jean, mais... Vous aimez la techno ? J'adore la techno. Moi, ça me prend la tête au bon sens du terme. Oui, ça prend la tête, c'est vrai. Mais au bon sens du terme, pour moi. Oui. Et avec voilà, si vous voulez embêter votre maman, vous lui mettez de la techno un peu à fond. Oui, c'est vrai, je vais y penser. Mais elle est sourde. Ah oui, mais enfin, avec la techno, il faut vraiment l'être. Hein. Mais elle est quand même très sourde. Hein. Ah bon, elle est très très sourde. Oui, alors. Ça fait un charme de plus. Bon. Mais c'est vrai que j'ai évolué. Je suis quelqu'un de très moderne, pas ridicule non plus quand même. En fait, je suis quand même quelqu'un de très moderne. Voilà, j'ai vraiment évolué. Ce qui a fait dire à ma mère, mais franchement, tu ne ressembles à personne de la famille. J'ai dit, tant mieux, tu vois ça. Voilà le genre de charmante. Mais je me dis, mais je vais arriver à sortir de ce désespoir. Et puis cette violence... Oui, puisque vous avez de la fantaisie. Ah oui, c'est vrai. Vous avez de la fantaisie et vous avez... voyez, ça a été votre façon à vous de lutter, de résister. Au fond, vous êtes différente quand même de ce qu'on a voulu faire de vous. Mais très différente. Donc ça a été votre façon quand même de ne pas rentrer trop dans un moule et dans un carcan. Mais le problème, c'est que ça a été trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, Mireille. C'est là où vous vous limitez. Vous voyez, vous êtes en train de rentrer dans le truc de dire trop tard. Quand est-ce qu'il est trop tard, au fond ? On ne sait pas. Mais il est trop tard quand on a fini de vivre. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, être vieux, c'est quand on n'a plus l'envie, l'intelligence, quand on n'est plus tourné vers les autres, plus la possibilité quand on n'a plus ce goût au fond des autres. Oui, alors on peut ne plus l'avoir parce que à un moment on est en difficulté, on est en souffrance parce qu'on traverse une phase de dépression et ça, il faut se faire aider et puis ça revient. Vous voyez, ça revient. Mais c'est quand, vous savez, il y a des gens jeunes qui sont déjà très vieux et il y a des gens âgés qui gardent comme ça cette curiosité, cette ouverture, ce regard finalement, cette capacité à s'indigner, à s'enthousiasmer, qui reste très jeune. Excusez-moi, je suis devenue très rebelle en fait. Autant j'étais dans un moule, alors je suis quelqu'un de très rebelle, je fais pas mon âge,
Et d'ailleurs, on me dit, oh là là, mais tu fais pas. Alors là, bon, là, je vais être un petit peu... Mais j'avais dit, alors les emmerdes, ça conserve, quoi, finalement. Parce que je fais pas du tout mon âge. Mais bon, peut-être le fait aussi d'avoir été avec... Au contact de jeunes, oui, peut-être. Peut-être. Oui, certainement. Ça y fait aussi, mais beaucoup. Mais je crois qu'il faut aussi essayer de vous dire qu'après tout, il est temps de prendre aujourd'hui, de vous occuper de vous, de vous faire plaisir et puis de faire exploser un peu le carcan, quoi. J'ai plus envie de rien, c'est ça. Alors, parce que vous êtes dans une phase là où vous n'êtes pas très bien, donc parallèlement à votre traitement, peut-être pouvoir aller un peu parler pour. Je fais une thérapie. Voilà. Oui. Mais que pensez-vous de la lettre que j'ai écrite? Bon, tout autant qu'elle lui arrive, bien sûr, parce que ça, je n'en sais rien. Mais je lui ai expliqué exactement ce qu'il en était. Bon, je ne voulais pas faire dans le pathos non plus, quand même. C'est pas du tout mon style, parce que je cache. Ça, par contre, j'ai toujours, quand je sors de la maison, je suis toujours souriante. On dirait que tout va bien. Enfin, vous voyez, tout va bien à bord. Enfin, bon. La lettre, vous me demandez pourquoi vous en pensez? Bon, finalement, peut-être boucler une boucle. Peut-être, oui. Et bon, d'ailleurs, à la fin de ma lettre, si vous voulez, je lui dis que je lui donne mes coordonnées, que j'espère que peut-être j'aurai de ses nouvelles, que j'espère qu'il est heureux, est-ce qu'il a des enfants. Enfin, vous voyez, je m'attends pas à un rendez-vous. Ça dépasse tout ça. C'est une blessure que j'ai ressentie, mais qui dépasse totalement le stade de dire peut-être il est seul, je vais peut-être le revoir. Non. Écoutez, je crois que vous l'avez fait. C'est important. Il y a eu ce besoin à un moment d'écrire, de sortir un peu de vous cette histoire. Oui, bon, après vous verrez bien. Hein, je ne sais pas. C'était peut-être une façon aussi un peu de boucler une boucle, quoi, de tourner une page. Peut-être par rapport de penser que votre tout s'était joué à ce moment-là. Ça a été impossible. Bon, il y en a d'autres. C'est vrai. Il y a Brigitte qui dit, allez, arrêtez de dire que 62 ans, c'est à ce point âgé, parce que vous allez en déprimer beaucoup. Il y a Prune qui dit, vous oubliez de vivre, prenez un amant ami. Et puis Osiris qui dit, mais votre jeunesse actuelle ne rattrape-t-elle pas celle que vous croyez avoir perdue, au fond? Peut-être. Et puis First Lisa qui dit, maintenant soyez une bonne mère pour vous et partez pour une belle nouvelle vie sans culpabiliser. First Lisa qui dit vous êtes super. Brigitte qui dit ça peut être vraiment le début d'une vie différente. Donc il y a quelqu'un qui dit si ce jeune officier d'avant pouvait vous entendre, allez de l'avant à présent, pensez à vous et vivez votre vie. Lali qui dit pensez enfin à vous, prenez ces vacances, vous les méritez et allez vous ressourcer. Merci beaucoup, Caroline. Et Coco qui dit j'ai juste envie de serrer cette dame dans mes bras parce que son histoire m'a beaucoup émue. Voilà. Excusez-moi, merci beaucoup. Et puis Élise qui dit allez, moi aussi j'ai 39 ans et j'adore la techno aux grandes dames des autres. Alors sortez, allez danser un petit peu, ça vous fera du bien. Je vais suivre vos conseils et merci beaucoup pour vos paroles. Ça m'apaise que vous parliez, que vous avez une voix tellement apaisante et agréable que voilà. Merci infiniment, Caroline, et merci à tous. Je vous embrasse, Mireille. Au revoir. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Lilou qui dit Eddy, ce n'est pas parce que vous n'avez plus 16 ans que vous ne nous faites plus rêver. Je suis d'accord avec vous. Vraiment un grand monsieur. Allez, on accueille maintenant Claire. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Claire. Oui, c'est la vie que j'ai rêvé moi, ce qu'il dit dans la chanson. Vous aimeriez avoir 16 ans aujourd'hui en sachant ce que vous savez aujourd'hui? Pas forcément 16 ans, mais la vie que je vais raconter, c'est ce que je rêvais. Voilà. Alors, on va recadrer un petit peu, c'est pas recadrer. Non, parce qu'on s'était parlé, Claire, et puis c'était en fin d'émission, et je vous avais proposé qu'on se rappelle. Oui, votre assistante qui était très aimable, elle m'a rappelé, et puis je me suis endormie entre-temps.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on m'a dit. Ça peut arriver, l'horaire est tardif. Non, je vous avais proposé de qu'on se reparle puisque vous vouliez me poser une question et puis l'émission se terminait. J'avais pas bien compris vraiment ce que vous souhaitiez. Alors pour resituer un petit peu le contexte. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivé en France. Vous avez rencontré beaucoup de problèmes au sein de votre couple avec votre. En fait, j'ai rencontré mon mari là-bas. Voilà. On s'est rencontrés là-bas et puis on est venu avant. Quand on était en Afrique, ça s'est passé bien et tout. Et puis bon, en fait, peut-être j'ai oublié de... Bon, j'étais tellement émue. Et je suis sa deuxième femme, hein, donc... Alors justement, j'essayais de resituer un petit peu le contexte pour en venir, pour qu'on ne fasse pas comme la dernière fois, Claire, pour qu'on en vienne vraiment à la question qui vous préoccupe, puisque la dernière fois... Le problème, c'est que mon mari, c'est un Européen, il est natif où je suis, là. Et puis, les choses ne sont pas... On a des enfants et tout, et les choses se sont dégradées complètement. Et bon, je travaillais et j'ai rencontré mon médecin traitant qui il a fait beaucoup pour moi. Donc, du coup, on a eu des affinités et puis à la fin, sa femme, elle a su qu'on se voyait souvent. Moi, ça fait 2 ans que je le vois, ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Et puis, j'en souffre beaucoup. Et moi, ce monsieur, je peux pas... C'est impossible je peux pas avoir ma vie sans lui, quoi. Alors justement, on en était resté là, c'est-à-dire que ce médecin traitant vous a beaucoup aidé, c'est-à-dire quand, à savoir avec les difficultés avec votre mari qui donc a des problèmes d'alcool, les problèmes que vous rencontriez sur votre lieu de travail avec votre employeur qui a eu des propos de type injure raciale à votre égard, et ce médecin traitant a été très présent à ce moment-là dans votre vie, et vous nous expliquiez, quand on s'était parlé, Claire, que j'essaie de poser le cadre pour qu'on en vienne aux faits, donc pardonnez-moi de vous interrompre, mais donc finalement de fil en aiguille, vous aviez effectivement noué une relation qui au départ amicale était devenue une relation amoureuse, mais il se trouve que ce médecin est marié depuis 18 ans avec une femme, et cette femme a appris votre relation et on en était resté là. Voilà. On s'est vu en plus face to face, hein. Parce qu'une fois, comme elle a su, il m'a envoyé un message, on devait se voir un samedi, il m'a dit ça va pas être possible, si on doit se voir, ça sera pour juste 30 minutes, et il a oublié de effacer le message. Et elle a pris le portable, elle lui a dit tiens, regarde la météo. Et puis voilà. Et puis voilà, tout s'est dégradé. Et puis il a dit ça va plus être possible. Malgré ça, quand même, on essayait de se voir, hein. Il m'aide beaucoup pour ma formation, qui m'aide pour le faire là, et que j'ai passé déjà le premier concours. Je me suis inscrite un peu partout pour me donner plus de chances, hein. Oui. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai 37 ans, ça fait longtemps que je suis pas allée sur les bancs, donc ils m'aident beaucoup pour ça. Donc ils vous encouragent à reprendre votre formation. Et alors la question justement que vous souhaitiez me poser et où vous n'aviez pas eu le temps de me la poser. Bon, le problème c'est que il m'a dit on arrête, mais il continue, même on a fini les cours là le vendredi là. Et il continue de venir me voir et tout, on continue de s'appeler, mais par contre il a été un peu dubitatif, je n'ai pas compris, il fallait qu'il parte et tout, j'ai dit je le laisse partir, on ne se voit plus comme on se voyait avant, et avant on se voyait comme on voulait et tout, on partait faire les visites ensemble, mais là on se donne des rendez-vous dans des lieux bien précis, quoi. On est venu, mais
Il m'a parlé, la manière dont il m'a parlé, j'ai pas été contente. Bon, on a fait le contrôle blanc. J'ai eu une bonne moyenne. Il a regardé, il était content. Puis et après, j'ai dit mais je te revois quand? Et puis il m'a dit il faut qu'on arrête, J'ai dit ben alors ma photo, tu fais quoi avec? Il m'a dit de toute façon, il savait que tu allais me poser cette question encore. Ta photo, elle est là. Pour moi, bon, il me disait tout le temps qu'elle était là, ma photo. Pour moi, il me disait ça pour me faire plaisir. Hein. J'ai dit, mais montre-moi là. Alors, il me dit, regarde, si tu la vois pas. Pour moi, il l'avait coupée. Il me dit, regarde, elle est là, la photo. J'ai dit, mais tu me la rends. Il me dit, non, tu me la donnes et je la garde. J'ai dit, mais tu me dis, il faut qu'on arrête. Mais il faut que tu... Je comprends pas ta position. Je sais pas. Parce que je souffre. C'est une souffrance, je sais pas, incalculable. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier la souffrance que j'endure. Oui, mais Claire, en même temps, cet homme, visiblement. Je comprends pas pourquoi il continue. Oui, mais il continue, Claire, il continue en vous disant il faut qu'on arrête. Donc c'est vrai que s'il était vraiment très ferme sur ses positions. Mais de toute façon, il m'avait dit, il m'a dit il a fait le choix. Bon, je suis d'accord. Moi, je lui ai déjà dit au début. Hein, on s'est dit, moi, je ne lui demande pas un mariage. Hein. Ah non, il est hors de question. J'ai 3 enfants. Bon, ben voilà, je vais pas divorcer. Et lui non Qu'est-ce plus, que vous souhaiteriez alors? Mais le fait de le voir quand mon mari il est dans ce délire-là. Oui, mais Claire, la différence, c'est que lui, finalement, sa femme est au courant depuis de cette relation et on peut penser qu'elle lui demande de faire un choix. Oui, ça, il a fait le choix. Mais pourquoi il continue de venir alors? Parce que, d'une certaine façon, il est faible dans cette histoire. Et qu'il y a un moment où, il dit oui, je vais arrêter l'histoire, et puis, malgré tout, il a du mal à s'y tenir et il vient vers vous. Mais dans les faits... Non, mais je suis pas sa thérapie, moi. Donc ça veut dire quoi? Moi, je suis... Oui, mais Claire, à un moment, écoutez, à un moment, c'est vous qui devez comprendre que cet homme... il n'a rien à faire de moi. Il n'y a rien à espérer de lui. Il est pris aussi dans une culpabilité. Il est avec cette femme, il ne veut pas la quitter. Alors j'ai bien compris que et en plus c'est l'avocate dans le divorce. Oui, j'ai compris. Je sais, oui, vous m'avez dit qu'elle était avocate. Alors vous, ça ne vous poserait pas de problème de le voir tout en conservant une relation avec votre mari, mais comprenez que vous êtes différents. Et que lui, ça lui pose un problème. Alors, bien sûr qu'il devrait être ferme. Vous êtes différents. On est tous différents. On a des réactions différentes les uns des autres. Alors, je suis d'accord avec vous, Claire. Il devrait pouvoir être ferme et dire on arrête désormais de se voir et dire s'y tenir. Dire maintenant, c'est terminé. Nous n'avons plus de relation ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parfois... on peut être faible, dire cela et continuer à se voir. Alors, vous avez toujours aussi le choix dans cette relation, si elle vous fait souffrir, d'y mettre, vous, un terme. Alors, c'est compliqué parce que cette relation, évidemment, à un moment, cet homme a été un soutien très considérable pour vous, étant donné que c'était votre médecin. Donc, il a été là... Oui, j'ai oublié une parenthèse. Du coup, on est obligé de changer de médecin. Ah, oui, mais enfin, ça, Claire, les médecins, ce ne sont pas les médecins qui manquent. Hein. Non, mais parce que me dit... c'est sa femme qui l'oblige. Enfin, Claire, c'est libéral, hein. Claire. Ça, c'est un argument, c'est pas l'argument qui compte le plus. Des médecins, ce n'est pas ce qui manque. Mais je comprends que pour vous, ça a été un soutien... très important. Cet homme, à un moment où vous traversiez un moment particulièrement difficile, tant sur le plan de votre couple que sur le plan professionnel, vous a apporté une écoute, vous a apporté une présence très réconfortante. Bon, simplement, aujourd'hui,
lui, dans son couple, eh bien, il est pris dans un dilemme, il est tiraillé avec sa femme qui lui demande, et on peut la comprendre, de mettre un terme à cette relation, et lui fait clairement le choix de sa relation de couple. Donc, vous avez, vous, le choix, Claire, de mettre un terme à cette relation. Mais comment j'ai fait parce que... Ben, vous faites que vous pouvez dire... Je n'allais pas vous appeler. C'était aussi simple, hein, parce que c'est dur, hein, c'est insupportable. Je n'écoute plus ma souffrance. Je sais pas si c'est... Oui, mais on peut l'entretenir aussi, sa souffrance. On peut toujours aussi, voyez, on peut aussi l'entretenir. Oui. Et vous n'aurez rien de cet homme. Il me faut du temps, alors. Oui, il faut du temps. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Il a été, à un moment, il vous a aidé. Il ne faut pas maintenant aussi tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Il vous a aidé. Il va vous falloir, aujourd'hui, compter sur vous-même avec cette formation que vous avez entreprise. Ça, c'est important. Et vous allez petit à petit parvenir à de l'autonomie, Claire, et apprendre à compter sur vous-même. C'est ça aussi qui est important. Il faut compter aujourd'hui sur vous-même. Et vous allez y parvenir et trouver d'autres biais et trouver un autre médecin. Vous allez trouver les forces en vous. Mais bon, vous allez passer par une étape intermédiaire un petit peu difficile. Bon courage à vous. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et un petit message du Subversif qui dit: ce médecin est un radeau de la Méduse sur lequel vous avez transféré tout votre naufrage. Un radeau qui tient à sa naufragée. Par contre, transfert, voilà tout. Alors, courez, transférez sur un professionnel. Allez parler peut-être de tout ça à un thérapeute de cette histoire pour vous aider, ma chère Claire. Allez, très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.